Hey hey, bienvenue les amis dans cette superbe vidéo en plein milieu du Nouveau-Mexique à Roswell, là où aurait atterri une soucoupe volante en 1947. On va s'amuser. Dans cet épisode, j'ai envie de vous emmener avec moi à Roswell, en plein milieu du Nouveau-Mexique. Celles et ceux pour qui Roswell sonne comme un lieu familier, vous devez savoir qu'on raconte qu'une soucoupe volante se serait écrasée ici en 1947. Certains ufologues affirment que des corps d'aliens auraient même été retrouvés, et bien entendu, l'armée a caché tout ça. Ufologue, c'est le nom des personnes qui s'intéressent et étudient les phénomènes OVNI, UFO en anglais. Cette vidéo sera en plusieurs parties et la timeline sera en description. Premièrement, je voudrais vous parler des raisons de cette visite et de cette vidéo. Puis, nous nous intéresserons à la ville de Roswell et de son histoire. Ensuite, je vous raconterai ma visite de la ville, afin de vous livrer le message officiel des tenants de l'hypothèse alien. Puis, nous parlerons de l'affaire Roswell en détail et des critiques à apporter au récit présenté par les ufologues. Pour enfin conclure sur mes impressions et conclusions. Pourquoi suis-je parti visiter ce lieu et pourquoi en parler ici? Roswell est, je trouve, mythique et fantasmé. L'histoire supposée d'un crash d'ovnis est devenue incontournable en ufologie. Je ne suis pas un spécialiste des ovnis et je ne compte pas apporter ici de nouveaux scoops. Mais c'est fascinant. Une civilisation extraterrestre, la plus grande découverte de tous les temps, l'humanité en serait changée à tout jamais. Alors, une ville entière dédiée à cette histoire de crash de soucoupe. Un musée. Mais vais-je voir des passionnés dans la rue? M'apportera-t-on des informations inédites? Le guide Michelin de la région indique que les plus sceptiques ressortent avec des doutes et des questions à la visite du musée. Moi, j'adore ça. Douter? Mettre à mal mes connaissances et mes croyances? Pas de train-train de facilité. J'aime confronter ma vision du monde. Je voudrais savoir comment un visiteur, ouvert à cette hypothèse, est confronté aux arguments des tenants de l'hypothèse extraterrestre. Comment se construit le discours? Lors de visites précédentes de musées créationnistes, j'avais déjà en tête les arguments communs et je connaissais déjà certaines mésinterprétations et réponses. Dans certains cas, mes connaissances scientifiques me permettaient de comprendre les faiblesses de discours qui étaient nouveaux pour moi. Mais là, non. Je décide de partir vierge et de tout gober, mais vraiment tout gober, dans un premier temps. J'ai même réservé une visite de 2 heures avec Dennis Balthazar. C'est un chercheur depuis 25 ans. C'est le former director of the International UFO Museum and Research Center. I want to believe, guys. Holy shit, buddies, let's go! Alors parlons déjà de la région, le Nouveau-Mexique. Environ 2 fois plus petit que la France, avec 30 fois moins d'habitants. Autrefois rattaché au Texas et au Mexique, il devient le 40e État des États-Unis en 1912. Roswell est aujourd'hui une ville d'environ 50 000 habitants et le tourisme lié aux extraterrestres rapporte quelques 100 millions de dollars par an. Mais cette activité n'est de loin pas la seule. En effet, la ville de Roswell possède la plus grande usine de mozzarella du monde. Bon, j'appelle pas ça de la mozzarella, mais ne nous énervons pas. Bref, cette usine emploie 600 personnes et le premier employeur de la ville, avec une production de près de 200 000 kg de fromage par jour. Oui, 200 tonnes de plastique par jour à destination des chaînes de pizzeria américaines. Roswell abrite aussi une usine de fabrication de boules de Noël, Christmas by Crepes, une centaine d'employés. Mais à Roswell, c'est le ciel qui fascine. La ville a vu les essais de fusées par Robert Goddard. Des fusées de 4 à 5 mètres de haut, alimentées à l'essence et à l'oxygène liquide, avec des systèmes de commande. Mais alors, pourquoi ici? Car c'est au milieu de nulle part. Peu de risques de toucher des infrastructures et des populations. L'armée de l'air s'installa dans la ville, la RAAF, de 1941 à 1967. C'est d'ailleurs toute la région qui participa à la naissance de l'hyperpuissance américaine. Quelques centaines de kilomètres plus au nord se situe le fameux site de Los Alamos, là où la bombe nucléaire a été développée sous l'impulsion du président Roosevelt et la direction d'Oppenheimer, le fameux projet Manhattan. À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Roswell, à Trinity, fut effectué le premier essai nucléaire au monde. Sous la chaleur de l'explosion, un nouveau type de roche se forma, la trinitite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 4800 soldats allemands ont été faits prisonniers sur le champ de bataille africain et ont été détenus à Roswell.
Ils ont servi de main-d'œuvre afin de construire un canal, et on peut d'ailleurs trouver de nos jours encore ce canal avec le symbole de la croix de fer. On trouve d'ailleurs à Roosevelt, en souvenir de ces soldats prisonniers, un petit morceau du mur de Berlin. L'ancienne base est devenue à la fois un aéroport et un lieu d'entrepôt où la compagnie Air Sail, forte de 250 employés, démonte et recycle des pièces d'avion de ligne. Demi Moore est né dans la ville où l'équipe de baseball, les Roosevelt Invaders, aborde comme logo une tête d'alien. Car c'est exactement ça qui m'a fait venir là-bas. Un crash de soucoupe volante y aurait prétendument eu lieu en 1947. La ville est très étalée, environ 10 km sur 10, et la visite des extraterrestres est visible dès l'entrée de la ville. Mais ce n'est qu'au centre-ville que l'on trouve vraiment l'essentiel des attractions. Un musée, dont je vous parlerai plus tard, une douzaine de magasins sur le thème, et finalement pas plus. Alors, si on retrouve les bonshommes verts un peu partout, seul le centre est vraiment dédié à eux. L'Office du tourisme joue à 100% le jeu, à la fois sur la façade et ses prospectus. Eh, c'est magique ça, n'est-ce pas? Regardez-moi comme c'est beau. La ville a customisé les lampadaires du centre, et le centre-ville regorge de clins d'œil. Le McDonald's est en forme de soucoupe, et on compte de nombreuses fresques à la gloire des extraterrestres. C'est super drôle. Les boutiques de goodies sont surannées. Déco kitsch, souvenirs ultra kitsch, vitrines poussiéreuses et pâlies par le soleil. C'est vraiment poussif. Parfois je pense qu'il y a du second degré comme avec ce t-shirt. Ou certainement ça, ce protège-ondes en feuilles d'aluminium. Mais sinon, c'est très premier degré. Livres, goodies, t-shirts. Le pompon, c'est le musée, l'International UFO Museum and Research Center, qui accueille 200 000 visiteurs par an, soit 4 fois la population de la ville. Lui aussi, avec ses coupures de presse des années 50, ses légendes tapées à la machine, nous donne un petit coup de vieux. Ça sent le DDT, les voitures chromées, les bas en nylon, le formica et les couverts en plastique. J'adore. Et cette maquette résume bien cela, avec les feuilles d'aluminium qui viennent combler les jointures de nos visiteurs. Une moitié du musée se consacre à l'affaire, et l'autre aux ovnis de manière plus générale. Les implants retrouvés chez les cobayes humains et autres crop circles, mais pas grand-chose. Voici ce que l'on peut lire sur l'affaire de Roswell, et ce que Dennis a pu me raconter. Oui, je ne vous ai pas encore détaillé le personnage de Dennis Balthazar. Voilà la magnifique image de son prospectus. Dennis, avec qui j'ai passé mon après-midi pour une visite de la ville. Lui aussi, c'est un poème. Petit chapeau de cow-boy, petit accent texan. Nous avons fait le tour de la ville afin d'y voir les lieux importants de l'incident. Les bureaux du journal local, la maison du shérif de l'époque, le hangar où aurait été dépiotée la soucoupe, etc. L'occasion pour moi de parler de cette fameuse affaire. Les ufologues ne sont pas toujours d'accord sur le déroulement exact des événements. Mais sur l'essentiel, voici l'histoire. William Brazel, un fermier de la région de Roosevelt, ramasse des débris dans son champ le 4 juillet 1947. Des débris étaient là depuis au moins la mi-juin sans qu'il n'ait l'occasion d'y jeter un œil. Apparemment, il ne les trouvait pas si intéressants que ça au premier abord. Il en ramène finalement une partie à la maison et son fils dira beaucoup plus tard que certains débris étaient faits dans une matière bizarre, des feuilles métalliques à mémoire de forme. Le 6 ou le 7 juillet, il voit le shérif, George Wilcox, pour lui faire part de sa découverte. Ce dernier contacta à son tour le major de la RAAF, Jesse Marcel, qui viendra avec une autre personne examiner les débris au ranch de Brazel et sur les lieux du crash. Le 8 juillet 1947, Walter Haut, agent de la communication de l'armée, publie un communiqué de presse à midi indiquant que le personnel du 109e groupe des opérations avait récupéré un disque volant qui s'était écrasé sur le ranch près de Roosevelt. À l'époque, on ne pensait pas encore à des soucoupes volantes d'origine extraterrestre. On imaginait que ces disques volants étaient des armes volantes russes, avec la guerre froide qui s'installe. Un deuxième bulletin sorti quelques heures plus tard parla cette fois-ci de ballons météo. Le 9 juillet, Rami, le colonel Dubos et Jesse Marcel posent avec les débris d'un ballon sonde. Le soir, en direct à la radio, le fermier Mac Brazel explique qu'il a trouvé un ballon sonde et qu'il ne faut pas en faire toute une histoire. L'affaire est donc rapidement oubliée, et ce même dans les cercles ufologues. C'est dans les années 80 que cette affaire refera surface lors de la publication d'un livre à sensation. L'armée publiera finalement dans les années 1990 2 rapports expliquant que les débris n'étaient ni un ballon sonde, ni un objet extraterrestre,
mais un projet ultra secret, le projet Mogul. Il avait pour but de savoir si les Russes développaient l'arme atomique. Les ballons Mogul étaient envoyés dans le ciel pour détecter une éventuelle activité ennemie. Ils étaient de taille assez impressionnante. Et l'équipe qui les développait en a justement perdu un, autour de cette date, dans cette région. L'armée a bien menti à l'époque, car c'était un projet classé A1, le même niveau de classification que celui de la bombe nucléaire. Mais pas pour cacher une soucoupe volante, mais le matériel qu'ils développaient pour espionner les activités atomiques de l'Union soviétique. Et force est de constater que ces comptes rendus de l'armée seront inefficaces, et même au contraire raviveront la flamme de l'hypothèse extraterrestre. Le International UFO Museum and Research Center a été ouvert en 1991. On assiste là à un bel effet boomerang. C'est un processus qui est très intéressant à étudier, notamment dans le cas des campagnes de sensibilisation. À vouloir persuader d'une chose, l'annonce peut avoir sur le public l'effet inverse. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans les cas les plus problématiques, cela peut avoir l'effet pervers de faire préférer l'option combattue. Vous voulez lutter contre le tabac, les gens fument plus. Cet effet est aussi appelé réactance. Je ne peux que vous renvoyer vers une des meilleures chaînes YouTube Hacking Social. Le lien est dans la description. Croyez-le ou non, les informations données sont d'apparence factuelle, dans le musée ou lors de la visite guidée que j'ai pu faire de la ville. Enfin, nous reviendrons dessus quand même. Commençons par l'exposition du musée de Roswell. On nous explique qu'à l'époque du crash, il y avait une vague d'observations d'OVNI. En effet, l'observation de Kenneth Arnold avait eu lieu peu de temps auparavant. C'est le 24 juin 1947 que Kenneth Arnold, un pilote d'avion, rapporte avoir vu des objets volants inhabituels dans l'État de Washington. Ceci fera de lui le premier observateur moderne de ce que l'on appellera soucoupe volante. Même si lui n'a pas décrit de soucoupe, il parlera d'objets en forme de boomerang, de demi-crêpe, ovale sur le devant et convexe à l'arrière. Mais il a décrit le mouvement du phénomène, comme une soucoupe qui ricocherait sur l'eau. L'hypothèse, qui fait à l'heure actuelle consensus chez les ufologues, plutôt sceptiques, est qu'il a vu un vol de pélican blanc américain. Le pélican blanc américain est un oiseau de très grande envergure, jusqu'à 3 mètres, et est visible de loin. Et une erreur de l'estimation de la distance, par le témoin, a pu le tromper. Du coup, les médias en parlaient, et tout le monde regardait dans le ciel, dans l'espoir de voir un disque volant, un flying saucer. Le fait qu'il y ait une vague d'observations d'OVNI à l'époque rend-il plus plausible l'hypothèse d'un crash d'OVNI à Roswell? Moi, je vois plutôt dans cette vague un phénomène de nature socio-psychologique. Comme les médias parlent d'OVNI, cela encourage les gens à regarder vers le ciel. Ils remarquent alors des choses prosaïques, mais qu'ils ne savent pas reconnaître. Et une boucle de rétroaction se met en place. On peut observer ça encore de nos jours. Par exemple, cette vague de drones qui a eu lieu en France. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a jamais eu de drones en France, mais peut-être que des gens, des fois, ont cru voir des drones alors qu'ils n'en avaient pas. Mais dans le cas de Roswell, on parle non pas d'observation dans le ciel, mais bien de débris, quelque chose de physique. Mais malheureusement, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent de nos jours. C'est là qu'on peut analyser ce que nous avons à notre disposition pour nous faire notre avis sur l'incident de Roswell. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? De rares photos, un film de l'autopsie des corps retrouvés, de rares éléments matériels, des témoignages, beaucoup de témoignages, et des coupures de presse. Jesse Marcel ainsi que le fermier et son fils ont rapporté la présence de symboles sur les débris et ont décrit dans les années 80 ces 10 motifs. Le père et le fils Brazel ne seront pas d'accord sur le matériel sur lequel ces inscriptions étaient. Du bois pour l'un, du métal pour l'autre. Oui, du bois. Des sceptiques ont essayé de retrouver d'où pouvaient provenir ces symboles. Le premier des indices est qu'en 1947, les témoins avaient mentionné la présence de scotch sur les débris. Dans le rapport de l'armée, il est mentionné la présence de scotch, d'une marque spécifique, sur justement des barres que constituait le ballon. Le scotch utilisé était un scotch à motif semblable à celui-ci. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas exactement le même motif, hein. Oui, mais nous reviendrons sur la description tardive de ces motifs et sur ce que l'on doit penser de ces descriptions justement. Je peux vous renvoyer vers le livre gratuit que l'on trouve sur internet de Gilles Fernandez. Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur cette partie, c'est une mine d'informations extraordinaire. Les photos montrant les débris sont analysées dans tous les sens, sans qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose. À part que ces débris ressemblent en tout point à un appareil du projet Mogul, sur cette photo, certains se risquent à lire le mémo du général Rami, et y voient un endroit victime de l'épave.
alors que d'autres y voient, se révèlent être des ballons météo. Moi, ça me paraît logique. Si je dois aller mentir, je ne vais pas faire sur une note avec la vérité dessus. C'est parfait pour le lapsus. Alors, comme Alsacien, je me souviens de ça. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. Et je suis certain qu'on lui a dit avant, Nico, fais pas le con, même s'ils mangent de la choucroute et qu'ils parlent frafremiche, ils sont français, pas allemands. La vidéo de l'autopsie, c'est un faux. Ce qui a permis à son auteur de se faire de l'argent. Mais d'ailleurs, dans le musée de Roswell, on parle de l'autopsie sans dire que c'est une preuve. On dit que c'est une reconstitution de l'original. Alors, ces débris dans la légende nous indiquent que nous devons nous faire notre opinion, car leur origine est difficile à retracer. Un militaire qui l'aurait donné à une autre personne. Alors, des analyses ont révélé rien de particulier, mais qu'est-ce que c'est cool de montrer des images de labos et de symboles radioactifs, hein? Ça fait toujours tellement sérieux. Mais quelle opinion pouvons-nous nous faire sur ces éléments? C'est un peu facile de renvoyer à la responsabilité du lecteur l'attribution de la fiabilité ou non d'un élément. Il y a des choses factuelles qui abondent dans un sens ou dans un autre. On ne va pas sélectionner une preuve si on veut. C'est pas à nous de décider si on a envie d'y croire. Il y a beaucoup de témoignages dans cette histoire. Ce n'est bien plus tard, qu'en 1947, dans les années 80, que les premiers témoignages sont apparus à propos de corps d'extraterrestres. Témoignages recueillis 30 ans après les faits. Sur le lit de mort de certains témoins et parfois des témoignages de seconde main. Machin indique que machin. Et les coupures de presse et les livres sont en fait rien d'autre que des témoignages. Comme par exemple celui d'une interview de Walter Haut, l'agent de communication de la base, qui parlera des corps retrouvés. Une interview qui sera publiée après sa mort, décrivant des corps avec une grande tête et une petite taille d'un enfant de 10 ans. Idem pour Glenn Dennis, un travailleur de la morgue de Roswell, qui rapporta avoir vu l'autopsie des petits hommes verts, certains disent gris. C'est lui qui créera le musée, au passage. On peut aussi se rapporter aux propos du fermier. À la sortie de son interview à la radio, en antenne, on lui aurait demandé « Alors, à propos des petits hommes verts ?» Et Brazel aurait répondu « Ils n'étaient pas verts. » Ah, le second degré. Mais surtout, les recherches en psychologie ont montré que le témoignage humain n'est pas fiable, surtout aussi longtemps après les faits. Un scientifique a besoin de preuves tangibles, et pas juste de gens qui racontent que, quand ils étaient jeunes, ils ont vu des choses étranges. Pourtant, les ufologues, et Dennis par exemple, sont très attachés à ces témoignages, car ils jouent sur l'affect. Un ancien militaire, digne de confiance, rendez-vous compte, il se souvient très bien. Je l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo, mais cette anecdote personnelle me semble pertinente à raconter. J'ai été témoin avec ma femme d'une fusillade dans la rue. Nous nous étions mis d'accord pour ne pas parler de ce que nous avions vu avant de parler à la police avec ma femme. Un noir a tiré sur un noir, un avait des lunettes, l'autre un t-shirt blanc. Moi j'ai dit que le tireur, je pensais que c'était une femme, ma femme a vu un homme. Après notre déposition, nous avons quand même parlé de ce que nous avions vu et de ce que nous avions dit. J'ai eu du mal par la suite à savoir ce qui m'avait été suggéré par ma femme ou ce que j'avais vraiment vu. Heureusement, notre méthode nous a évité d'apporter un témoignage biaisé. Nous avons fait ça, ce jour-là, car nous connaissions une expérience célèbre sur le sujet. La voici. Après une suggestion somme toute bénigne, à base de présentation d'une fausse publicité notamment, des sujets volontaires qui étaient allés à Disney World ont déclaré avoir vu Bugs Bunny, ou encore lui avoir serré la main. Ce qui est impossible, car ce personnage n'est pas un personnage Disney. D'autres études ont montré qu'une moitié du sujet ont été persuadés d'avoir fait un baptême en montgolfière pendant leur enfance, en toute bonne foi, alors que cela était faux. Tout simplement car on leur avait montré une photo truquée d'eux dans une montgolfière. Ils ont alors même pu raconter des détails de la scène. C'est vraiment flippant, non? Et je tiens à le préciser, ces études ont été répliquées et ce phénomène de faux souvenirs est tout à fait établi. Cela ne veut pas dire que les témoins sont des menteurs, que les témoignages sont bidons et inutiles, mais qu'ils sont à intégrer avec d'autres témoignages, qu'il faut les prendre avec du recul, et qu'il faut les intégrer avec des preuves matérielles. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Car comprenez-vous, on peut être pilote ou plombier, être de bonne foi, et se tromper. Que peuvent être ces souvenirs sur des objets récoltés qu'on manipule? Des témoins ayant vu des débris témoignent du fait qu'ils n'étaient pas d'origine humaine.
Waouh, moi ça me laisse pantois. Je crois que n'importe qui avec un mélange eau maïzena dans la main trouve ça étrange. C'est même super fun, les fluides newtoniens. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Ils ont dit que c'était certainement extraterrestre, donc ça doit l'être. Là encore, que penser d'un témoignage qui intervient dans un contexte extraordinaire? Je m'explique. Des études ont montré que la perception d'un accident pouvait être influencée par la question posée. Après avoir fait visionner un accident, on demande aux participants à quelle vitesse les voitures se sont crashées, heurtées, entrées en collision, cabossées, frappées ou touchées. Comme vous l'avez compris, on change juste le mot dans la question, en jouant sur l'intensité que le verbe suggère. Entre les différents synonymes, les témoins estiment la vitesse, lors de l'accident, entre 50 et 60 km/h, suivant l'intensité du verbe employé. Fascinant! Et encore plus fort, une semaine plus tard, on a fait revenir les sujets de l'étude pour leur demander s'ils avaient vu du verre brisé lors des images visionnées. Si on prend le groupe à qui on avait, une semaine auparavant, demandé la vitesse des voitures en employant un verbe fort suggérant des dégâts, 30% de ces personnes croient se souvenir de la présence de verre brisé, contre 12% dans le contrôle. Alors que l'on ne voit jamais de verre brisé dans les scènes, la puissance de la suggestion se mesure ici juste avec un verbe, un mot. À y regarder de près, les discours ufologues et l'exposition du musée sont involontairement pleines de trop d'informations, plein de détails. Ils mélangent des informations vérifiables, des témoignages, mais en fait, à la fin, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Cet égarement argumentatif, volontaire ou non, consiste à ajouter des dizaines et des dizaines d'arguments les uns sur les autres. Chacun est très fin et peut être facilement contré, mais leur superposition peut donner l'impression de quelque chose de pertinent. Il n'en est rien. À regarder de près, on se rend compte que les témoins ont changé de version, et que certaines versions sont présentées et pas d'autres. Sur un ensemble de témoignages d'une seule personne, ils vont prendre la version qui abonde dans leur hypothèse. Nous pouvons revenir sur cette histoire de motifs extraterrestres sur les débris. Suivant les témoignages, on a des dessins différents, et le musée a choisi de n'en montrer qu'un seul. Mais surtout, si on se penche sur les interviews originales de 1947, on voit alors que les protagonistes avaient à l'époque évoqué la présence de motifs en forme de fleurs. Pas très extraterrestre tout ça. La fin de ma visite avec Denis fut un festival. Vous savez, ce truc qui vous fait basculer. Jusqu'à présent, je m'étais laissé balader par l'histoire, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui avait envie d'y croire. Et j'ai donc bu toutes les paroles de Denis. Que de choses étranges et concordantes. C'est là que Denis me dit, je reformule bien sûr ses propos, « Tu sais, c'est comme les pyramides égyptiennes. Il est certain et mathématique que ce ne sont pas les Égyptiens qui les ont construites. 2 millions de blocs, quand même. » Je lui rétorque qu'avec 10 000 ouvriers, cela est possible en 20 ans. Alors, il y a un petit vide dans ses yeux, il me dit « Non, c'est mathématique. » Moi, à ce moment, il a cassé son mythe. Car j'ai vu qu'il n'était pas capable d'argumenter ses dires. Il me semble pas qu'il ait une bonne méthode d'investigation. Et juste après, comme pour rajouter du mystère, vous savez, ajouter des détails, des informations, les unes sur les autres, la suite de la discussion sera sur les bases secrètes souterraines qu'il y aurait partout sous la ville. Moi, ça m'a foutu un sacré doute sur la méthode de Denis. Je lui ai donné ma confiance dans un domaine que je ne connais pas, pour voir au final, dans un domaine que je vais un peu plus maîtriser, qu'il peut faire de sacrées erreurs de raisonnement. Denis me donna alors l'argumentaire qui lui semblera ultime. Regarde l'évolution technologique. Ça vient bien de quelque part. Alors merci à tous ces gens inutiles qui se font chier dans les labos et les bureaux pour comprendre le monde qui nous entoure, pour utiliser des connaissances, pour développer nos technologies, les GPS, les ordinateurs, les téléphones, les thérapies médicales. Alors, merci à ces hommes et ces femmes qui font avancer nos connaissances. Ce sont des extraterrestres, effectivement. J'ai clairement là affaire à quelqu'un qui ne connaît rien au monde de la recherche. Alors le mythe du savant solitaire versus celui venu du ciel, t'as pas vu l'évolution technologique? C'est pas tombé du ciel. Vous ne connaissez pas vous ne savez pas comment la technologie a évolué? Ça paraît incroyable, ça l'est. Je pense avoir mis le doigt sur la nature du discours actuel sur le crash de Roswell de 1947. Je vais vous expliquer, le Claude. Tous les arguments sont mis sur le même plan pour soutenir une hypothèse, ou plutôt, dès qu'un élément abonde dans le sens de l'hypothèse souhaitée, un témoignage obscur sera cru sur parole, une parole officielle sera écartée automatiquement si elle ne va pas dans le sens de l'hypothèse que l'on défend. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec pas grand-chose, un gavage d'informations qui noie le visiteur et qui abreuve le croyant. Au final,
On n'a aucune preuve tangible, que des témoignages obscurs. Et une sélection de ces témoignages obscurs. L'envie d'y croire. Je suis allé à Roswell pour le fun, ce côté kitsch, et pour voir les passionnés. J'étais comme un gosse dans les rues, c'est trop cool. Je pense que c'est qu'en Amérique on peut afficher de telles différences de vie ou de pensée. Je pense aux articles et vidéos que j'ai pu faire sur les Amish, les musées créationnistes, les armes à feu, les concours de hot dog. Ah, les États-Unis. Cette démesure et ce côté extrême, ça me passionne. C'est peut-être un peu voyeuriste, je sais pas. Mais pourquoi trouve-t-on ces extrêmes ici, en fait? Je pense que cela est juste historique. Le pays est un patchwork de populations d'origines diverses. Il a été fondé, entre autres, en conséquence aux persécutions religieuses en Europe. Cette histoire a forgé cette culture américaine. La liberté religieuse et le premier amendement, sur la liberté de l'expression, sont ici vivaces. Et en vivant ici, on se rend compte que les Américains vont éviter le conflit direct dans des situations de voisinage ou d'événements sociaux. Dans un contexte social en soirée, on dira que ce que vous faites est awesome, même si votre interlocuteur ne trouve pas ça forcément génial. En fait, il dira souvent « good for you ». Si c'est bien pour toi, eh ben c'est super, je suis content pour toi. Chacun fait comme il veut. Du coup, chacun peut évoluer dans sa bulle, ce qui amène à ces choses étranges et géniales. Facebook, Google, la NRA, les musées créationnistes, les musées d'un crash d'OVNI qui n'a jamais eu lieu. Cette cohabitation de croyances, je trouve ça très instructif, car elle me permet de relativiser l'ensemble de mes habitudes et de mes croyances que j'ai acquises culturellement. De comprendre que moi aussi, je peux être entraîné dans une pensée ou une croyance au sein de ma bulle. Toute la difficulté, en fait, d'être ouvert et critique. Ah, je pense pas avoir débunké Roswell. Les plus ardus sur le sujet auront plein de détails, de critiques à apporter, pas de problème. Mon but dans cette vidéo était de vous partager déjà du fun, mais aussi de voir ensemble le type d'arguments apportés par les tenants de l'hypothèse extraterrestre. Les tenants de l'hypothèse extraterrestre vont prendre chaque élément et le regarder sous un prisme qui abonde leur théorie, surabondant d'informations et mélangeant les informations certaines des plus incertaines. Analyser l'argumentaire de l'autre doit permettre d'analyser ses propres raisonnements. En définitive, j'ai vu dans le musée et la ville des gens qui y croyaient visiblement. Et même si pour la ville ce commerce n'est finalement que relativement important, des gens en vivent. Alors y croient-ils vraiment en leurs histoires? C'est possible. Denis m'a allégé de 100 balles pour 2 heures, et ces semaines sont presque toutes pleines. C'est entre 500 et 1000 bucks la semaine à se faire. Putain, c'est normal, t'as envie d'y croire à ce prix-là. Alors voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez eu un petit peu de fun, comme moi à Roswell. On a survolé, certes, certains biais, certaines expériences scientifiques qui ont eu lieu, notamment sur les faux souvenirs. Je trouve que c'est un truc qui est complètement fou. J'espère que vous allez approfondir. Il y a des liens qui sont dans la description, allez-y, éclatez-vous. Et voilà, je crois que le vrai truc qui est vraiment extraterrestre à Roswell, c'est leur fromage. Voilà. Allez, c'est clair qu'aucun humain n'utilise une brique comme fromage, ça c'est à peu près clair. Oui, c'est vraiment vendu comme du fromage. Alors certes, ça c'est pas la mozzarella, hein. Ce qu'ils appellent la mozzarella c'est ça. Voilà, la mozzarella. Bon, je crois pas que ce soit de la mozzarella non plus, hein. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches.